Cet essai constitue d'une certaine manière une suite incarnée de la société inclusive Parlons-en que j'avais tenu à sous-titrer Il n'y a pas de vie minuscule. Alors, il ne s'agit pas d'un témoignage, mais dans ce livre, j'ai voulu toutefois conjuguer ma confrontation de l'intérieur à la maladie de ma fille et mes conceptions du handicap, de la société, du monde. C'est un livre qui marie dans une relation dialectique ma posture d'anthropologue, d'universitaire et celle donc de père d'une fille affectée d'une maladie rare. Alors c'est, j'en conviens, une démarche périlleuse et bien peu orthodoxe pour un universitaire que l'on n'attend guère sur ce registre. Alors le corps à corps avec la fragilité de source de ma fille est en quelque sorte mon plan incliné pour penser l'humain, penser le monde. Je dois quand même avouer que pendant longtemps, un voyant rouge s'est allumé en moi et je me demandais qu'est-ce que, à partir de mon expérience singulière, méritait d'être élaboré pour être transmis. Est-ce que je parviendrais à donner à comprendre à d'autres ce que moi-même je comprends bien imparfaitement. Alors ceci étant, j'ai fini par sauter le pas et je me suis quelque peu inspiré d'un livre que j'affectionne, celui de Robert Murphy, Vivre à corps perdu, un anthropologue américain, qui à partir de son expérience propre, non pas de père, mais de personne en situation de handicap, liée à une paraplégie, a analysé la perturbation de sa vie, ses rapports aux autres, au monde, à son entourage familial ou professionnel. Et c'est dans cette voie que je me suis inscrit. Alors à partir de l'intime d'une histoire singulière, j'essaie dans ce livre d'ouvrir sur l'immensité de l'universel qui la dépasse. J'y aborde ainsi de grandes questions anthropologiques, politiques au sens premier du terme, qui traversent nos vies et notre temps. La diversité et l'unité des humains, les variations de leurs conditions avec ces oscillations reconnues à la source, donc variations culturelles, biologiques, situationnelles, qui parfois nous désarment d'ailleurs, et puis la question des frontières que l'expérience de la fragilité vient tracer entre les êtres. Par ailleurs, j'aborde toute la question des dommages qui sont liés à une conception pyramidale des vies. Il y aurait des vies éminentes et des vies plus insignifiantes. Et la question aussi des plis et des replis de la société avec une vulnérabilité systémique. Et puis tout ce qui concerne les violences de toutes sortes qui viennent dénaturer notre humanité. Et en somme, je questionne plus avant que dans le livre précédent la signification impensée d'une cité inclusive avec les dommages de son envers constitutif, c'est-à-dire une cité exclusive qui s'habitue à des formes de privation de droits, de mise à la marge des plus fragiles d'entre nous. Alors, la question d'une société inclusive oblige d'abord à revenir un instant sur le sens profond du mot société. Le mot société, étymologiquement, renvoie à l'idée de communauté, d'alliance, de coopération entre des compagnons qui partagent un destin commun. C'est cela que veut dire le mot société. Donc il nous faut nous accorder sur le fait que le mot, l'adjectif inclusif, n'apporte rien de neuf au mot société, mais simplement il joue le rôle d'exhausteur de sens. Il nous rappelle qu'une société humaine suppose une solidarité qui elle-même suppose que la société des hommes soit aménagée au regard des visages, des destins qui sont singuliers. Et donc une société inclusive, je la définis comme une société qui s'ajuste à cette diversité des destins. Ne pas confondre faire de l'inclusion et être inclusif. Faire de l'inclusion, c'est mettre à l'intérieur.
mais sans éventuellement s'assurer que cet intérieur soit viable, soit aménagé. Alors que penser une société inclusive, c'est travailler sur l'aménagement de cette société. Deuxième remarque que je ferai, c'est que dans le mot « faire de l'inclusion », il y a quelque chose qui est choquant sur le plan anthropologique. On imagine qu'il y a des êtres qui sont venus au monde, mais qui n'appartiennent pas à la demeure commune, et qu'il conviendrait de mettre dedans, parce qu'on les estime à l'extérieur. Une société inclusive est une société qui est un chez-soi pour tous, et qui ne pratique pas l'excommunication de certains, qui n'amène pas à déshériter certains. Par naissance, nous sommes héritiers de ceux qui composent cette maison commune. Il ne s'agit pas, je le redis, de mettre dedans, mettre dans l'école, mettre dans une entreprise, s'il y a une forme d'exil à l'intérieur, parce que ces lieux, ces structures ne sont pas aménagées. Je constate autour de moi une sorte de fièvre inclusionniste que je déplore. Il faudrait faire de l'inclusion et on mesure statistiquement le nombre d'inclusions. Ça peut être utile, mais mesurons surtout la qualité de ce qu'on offre à l'intérieur de cette maison commune. Alors, ce qui, de mon point de vue, spécifie le plus ce livre, c'est de solidariser sensible, intelligible, culturel et social, sans surévaluer l'un par rapport à l'autre. Alors, la connaissance, le politique, l'éthique, l'être vivant pensant, désirant, souffrant, ces domaines artificiellement séparés méritent d'être pensés ensemble. C'est ce que j'essaie de faire ici. Alors, par-delà ma propre expérience, j'essaie de donner à comprendre que dans le domaine du handicap, pire que le défaut de connaissance est la croyance en un savoir surplombant, appuyé sur un seul arsenal théorique hors sol. Et s'il est une possibilité de compréhension de la fragilité humaine aux multiples visages, c'est par le savoir de l'intérieur, par le savoir en première personne, par l'expertise, par le dedans, informel, existentiel, qui nourrit de manière irremplaçable des savoirs beaucoup plus formels, des savoirs extérieurs beaucoup plus distanciés. Alors en effet, j'ai voulu un livre qui n'aseptise pas les réalités de vie de ma fille, ni celles du monde environnant, avec ses contradictions, ses zones d'ombre, ses trous noirs, avec ses exclusivités et ses exclusions aussi qui affectent des personnes en situation de handicap comme elle, mais aussi nombre de nos aînés, des populations isolées ou nomades, des minorités linguistiques ou culturelles, d'autres membres de groupes discriminés ou marginalisés. Alors, c'est sans nul doute un ouvrage engagé, car il est clair que la sommation silencieuse de ma fille n'autorise pas de dérobade. C'est elle qui a balisé ma route, qui a modelé mes enseignements, mes recherches, et qui a fait de moi, non pas un militant, mais un acteur-chercheur embarqué, selon le mot de Pascal, repris d'ailleurs par Camus et Sartre. À l'instant des dernières lignes, je me suis interrogé, qu'en feront les lecteurs par-delà ce que cet ouvrage représente pour moi ? J'imagine que certains s'y reconnaîtront, tandis que d'autres se sentiront étrangers, éloignés par rapport à leur vie, mais les itinéraires existentiels et les manières d'y réagir sont toujours très singuliers. La neige revient souvent dans mes rêves. Elle rappelle manifestement l'enfance. Et elle me dit aussi comment le monde a besoin de penser ses blessures, de cacher ses déchets, ses rouilles. Et la neige vient de manière magique recouvrir le monde de la paix qu'il n'a pas. Si je prends la métaphore de la neige, je prends aussi la métaphore de l'eau et de la source. C'est une manière de dire que la fragilité coule à la source de toute vie.
Dès la naissance, il y a cette fragilité qui s'impose à nous. La première forme de fragilité d'une vie humaine, c'est sa finitude, sa mortalité. C'est la source de nos vies et c'est ce qui fait destin commun. La force nous divise, la fragilité nous réunit. C'est une condition native, de l'alpha jusqu'à l'oméga. Dans cette expression, la fragilité de source, il y a toutes ces connotations-là pour moi.